Elle n'a reçu que $1 de son grand-père et est devenue la risée de toute la famille. Mais l'avocat l'a emmenée là où personne n'aurait imaginé. Abonne-toi et écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Nous lisons chaque message. Le réveil sonna avec une insistance cruelle, déchirant le silence lourd de l'aube. Sarah Miller ouvrit les yeux avec la sensation familière d'un poids posé sur sa poitrine, un mélange d'épuisement et de résignation qui semblait coller à sa peau depuis des mois. La petite cuisine de son appartement se révélait dans une lumière pâle, la peinture écaillée, les carreaux fissurés, les factures empilées sur la table bancale. Elle se leva lentement, se préparant pour un autre jour qui ressemblerait à tous les autres. Elle mit de l'eau à chauffer dans l'ancien bouilloire qui sifflait trop fort, puis s'assit en frottant ses paupières gonflées par le manque de sommeil. Dans une autre vie, pensa-t-elle, elle serait en train de préparer un dossier pour une agence de design, ses croquis étalés sur une grande table lumineuse. Dans cette vie-ci, elle se contentait de survivre, en espérant que personne ne remarque les trous invisibles qui s'élargissaient peu à peu dans son existence. À son travail, un petit restaurant bruyant près du centre-ville, les clients s'agitaient déjà. Les commandes pleuvaient, les assiettes s'entrechoquaient. Les odeurs de nourriture grasse emplissaient de l'air humide. Sarah se mouvait mécaniquement entre les tables, esquissant des sourires qui n'atteignaient jamais ses yeux. Chaque client exigeant, chaque remarque désobligeante du gérant glissait en elle comme une lame. Mais elle encaissait, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Parfois, en entendant des conversations légères sur les projets, les maisons, les voyages, elle sentait une brûlure dans la gorge. Elle imaginait comment elle aurait pu transformer la salle. Un éclairage différent, des textures plus naturelles, un agencement plus harmonieux. L'instinct du design revenait par réflexe, avant qu'elle ne l'éteigne aussitôt, comme on referme instinctivement une porte sur un souvenir douloureux. Tout au long de la journée, la pensée de ses enfants revenait sans cesse. Kevin, adolescent passionné de mécanique, et Mia, petite rêveuse aux yeux immenses, la regardaient maintenant avec une distance qu'elle n'osait pas nommer. Le dernier jugement du tribunal avait donné à leur père, Mark, la garde principale. L'argument était simple. Stabilité financière, maison spacieuse, routine prévisible. Sarah, avec ses horaires de nuit et son salaire irrégulier, avait été classée comme situation incertaine. Elle n'oublierait jamais la sensation exacte qu'elle avait ressentie à cet instant, comme si tout l'air de la salle du tribunal avait été siphonné hors de sa poitrine. En sortant du travail ce soir-là, elle trouva dans la boîte aux lettres la convocation officielle pour la lecture du testament de son grand-père Lyndon. L'homme qui, autrefois, l'avait encouragée à rêver plus grand que les murs de sa petite ville. Elle se souvenait encore de la manière dont il déployait les dessins de son projet scolaire, un village du futur qu'elle avait imaginé à 13 ans, avec des maisons écologiques, des jardins partagés et une énergie propre produite localement. Il avait posé sa large main sur son épaule et avait murmuré « Tu construiras quelque chose d'important, ma fille. Pas pour toi, mais pour les autres. » Ce souvenir la poignarda soudain, ravivant une chaleur douce amère. Le jour de la lecture du testament, Sarah se leva plus tôt que d'habitude. Elle choisit la seule robe décente qu'elle possédait, repassa maladroitement le tissu un peu usé et appliqua un peu de maquillage bon marché pour atténuer les cernes sous ses yeux. Son reflet dans le miroir lui renvoya une version d'elle-même qu'elle peinait à reconnaître. Une femme qui tentait désespérément de paraître plus solide qu'elle ne l'était. En marchant dans la rue, elle se sentit petite au milieu des immeubles de verre qui s'élevaient autour d'elle, symbole d'une réussite dont elle était désormais exclue. Dans le bureau luxueux de l'avocat, sa famille l'attendait déjà. Les rires étouffés, les regards hautains, l'arrogance confortable de ceux qui n'avaient jamais manqué de rien, planaient dans la pièce. Les cousins parlaient de leurs nouveaux projets, des voyages prévus, des investissements immobiliers. Sarah s'assit à l'écart, les mains jointes sur ses genoux, essayant de faire abstraction des commentaires mal dissimulés sur son apparence ou son emploi. Lorsque James Holt, l'avocat de la famille, commença la lecture, l'excitation se répandit parmi les membres de la famille. Des maisons, des comptes bancaires, des actions, tout était distribué généreusement. Puis vint le moment où son nom fut prononcé. Sarah sentit son cœur s'arrêter un instant, espérant au moins une reconnaissance symbolique de l'affection de son grand-père. Mais James releva les yeux, légèrement désolé,
et annonça d'une voix neutre. « À Sarah, je lègue une pièce commémorative de $1. » Il posa la pièce brillante sur la table, une petite chose dérisoire dans un écrin trop large. Les regards se tournèrent l'un vers elle, certains amusés, d'autres faussement compatissants. Le rire discret d'un cousin traversa la pièce. Le rouge lui monta aux joues. Elle prit la pièce du bout des doigts, sentant les initiales gravées contre sa peau comme une brûlure. Après la séance, Sarah sortit dans la rue, le vent froid fouettant son visage. Elle serra la pièce dans son poing au point de s'en faire mal. Elle se sentait trahie, humiliée. Même son grand-père, l'homme qui avait cru en elle, semblait lui rappeler qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et pourtant, ce jour-là, une seconde convocation l'attendait. Une nouvelle audience concernant la garde des enfants. Le tribunal encore. Le jugement tomba comme une sentence. Rien n'avait changé. Les enfants resteraient principalement chez Mark. Elle sortit de la salle en titubant, le sol semblant instable sous ses pieds. Le monde devenait un tunnel étroit où chaque pas faisait plus mal que le précédent. C'est alors que James la rattrapa. Il approcha avec une réserve respectueuse, comme s'il craignait de l'effrayer dans cet état fragile. « Sarah, il faut que nous parlions, » dit-il doucement. Elle n'avait pas la force de répondre, mais il continua. « Le testament, ce que vous avez entendu ce matin, n'en est qu'une partie. Votre grand-père m'a chargé de vous montrer autre chose, mais personnellement, loin des oreilles indiscrètes de votre famille. Il m'a demandé d'attendre que vous puissiez venir avec moi. » Elle le fixa, à garde. L'idée qu'il reste quelque chose d'important, semblait si improbable qu'elle eut envie de rire. « Je ne sais pas si je peux supporter d'autres illusions, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas une illusion, » répondit-il avec une conviction surprenante. « Donnez-moi un jour, un seul. Je vous emmènerai là où il voulait que vous alliez. » Le lendemain, Sarah monta dans la voiture de James, encore sans totalement croire à ce qu'elle faisait. La route s'éloigna de la ville, traversa les campagnes, puis s'enfonça dans une région vallonnée et isolée. Le paysage devenait plus sauvage, les arbres plus denses, les collines plus abruptes. Elle sentit une étrange tension monter en elle, mélange de peur et d'impatience. Finalement, ils arrivèrent devant de grandes portes métalliques, incrustées dans une paroi rocheuse. Il n'y avait aucun panneau, aucune indication. James se tourna vers elle, lui tendit la main. « La pièce, » dit-il simplement. Elle la sortit de sa poche, hésita, puis l'approcha d'un petit lecteur intégré dans la structure. Un déclic retentit, profond et mécanique, comme si quelque chose de colossal venait de s'éveiller. Les portes s'ouvrirent lentement, révélant une vallée lumineuse, entièrement aménagée. Des maisons en bois clair, des panneaux solaires scintillants, des jardins luxuriants, une petite centrale hydraulique longeant un ruisseau. C'était comme entrer dans un monde qui ne devrait exister que dans un film ou un livre. Sarah fit un pas en avant, le souffle coupé. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Nous l'appelons la vallée verte, » expliqua James. « Votre grand-père l'a construite pendant 15 ans. Il a utilisé vos dessins, ceux que vous aviez faits enfant. Il croyait en votre vision, et il voulait que vous en soyez l'héritière. » Sarah resta figée, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. Devant elle s'étendait la version vivante de son rêve d'adolescente. Et au fond d'elle, une petite flamme qu'elle croyait éteinte recommença à brûler. Des habitants s'approchèrent, souriants, chaleureux. Un ancien soldat la salua avec respect. Une enseignante lui tendit la main. Une mère la remercia d'être enfin arrivée. Tous semblaient en la connaître, comme si son nom avait circulé dans chaque conversation, comme si on l'attendait depuis longtemps. James lui remit une lettre. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants, reconnaissant l'écriture ferme de Lyndon. Il lui parlait de confiance, de vision, de responsabilité. Il lui disait qu'elle était la seule capable de comprendre la raison d'être de cette vallée. Un refuge, un modèle, une promesse, et que désormais, elle en était la gardienne. Le soleil se couchait doucement derrière les collines quand Sarah, debout au centre de la vallée, sentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années. L'espoir. Un espoir fragile, encore vacillant, mais réel. Elle pensa à Kevin et à Mia, à la vie qu'ils méritaient. Peut-être qu'elle pouvait encore leur offrir un vrai foyer. Elle porta la pièce à hauteur de ses yeux, et pour la première fois depuis sa réception, elle ne la vit plus comme une insulte, mais comme une clé. Une clé vers un avenir qui n'était pas encore perdu. Elle inspira profondément, ferma les yeux,
et laissa ce nouveau monde l'envahir. Demain serait différent. Et pour la première fois depuis longtemps, elle attendait ce demain. Sarah se réveilla le lendemain avec la sensation étrange d'avoir dormi dans un rêve. La lumière douce du matin traversait les rideaux en toile légère de la petite maison où James l'avait installée pour la nuit. Le silence était différent de celui de son appartement en ville. Pas de voiture, pas de sirène, pas de voisins bruyants. Seulement le murmure régulier du ruisseau, le chant des oiseaux et quelque part au loin, le bourdonnement discret des panneaux solaires qui captaient les premiers rayons du soleil. Elle resta un moment immobile, comme si elle craignait que bouger brise l'illusion. Puis elle se leva, les pieds nus contre le parquet chaud, et regarda à travers la fenêtre. La vallée verte s'étendait devant elle, paisible et harmonieuse, presque trop parfaite pour une existence qu'elle avait toujours connue comme fragile et imprévisible. Elle descendit les quelques marches du perron, attirée par l'odeur du pain frais. Des habitants traversèrent déjà les jardins, portant des paniers de légumes ou des outils. Une femme âgée lui fit un signe amical. Un enfant courut après un chien qui jappait joyeusement. L'atmosphère semblait irréelle dans sa douceur. James l'attendait près du bâtiment principal, penché sur des plans. Lorsqu'il la vit approcher, il sourit. « Bien dormi ?» demanda-t-il. Sarah acquiesça, encore un peu confuse. « Je n'arrive pas à croire que cet endroit existe, » murmura-t-elle. « Il existe grâce à votre grand-père, » répondit-il. « Et maintenant, il existe grâce à vous. » Ils passèrent la matinée à faire le tour de la vallée. James lui montra les systèmes d'énergie renouvelable, la centrale hydraulique, les capteurs de gestion de consommation, les ateliers où de petits groupes fabriquaient des objets à partir de matériaux recyclés. Les habitants saluaient Sarah avec une chaleur qui la surprenait. Elle avait passé tellement de temps à se sentir comme un poids dans le monde qu'elle ne savait pas comment réagir à cette reconnaissance, à ces regards qui semblaient dire « Vous êtes importante ici ». Chaque pas dans cette vallée lui rappelait son projet d'enfance. Ses feuillets froissés où elle avait dessiné des maisons écologiques, des jardins, des communautés unies. Elle revoyait son grand-père penché sur les dessins, les yeux brillants. Tout ce qu'elle avait imaginé, il l'avait manifesté, en secret, avec patience et amour. Pourtant, malgré la beauté et la sérénité du lieu, une sensation étrange lui frôlait la nuque. Quelque chose dans l'air semblait trop silencieux, trop intact, comme si cette perfection cachait une faille. La veille au soir, elle n'avait pas osé poser toutes les questions qui lui brûlèrent les lèvres. Maintenant, tandis qu'elle marchait près des serres, elle se tourna vers James. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir caché tout ça pendant si longtemps ?» James ralentit le pas, inspira longuement. « Votre grand-père savait que ce projet attirerait la convoitise. Il ne voulait pas que la famille l'apprenne. Et il voulait que ce soit vous, seulement vous, qui receviez cette responsabilité. Pour les autres, il a laissé l'héritage traditionnel. Pour vous, il a confié l'œuvre de sa vie. » Sarah hocha la tête, mais une autre question pressante s'imposa. « Et la famille ? Ils ne se demanderont pas. Pourquoi je suis parti ?» James esquissa un sourire amer. « Ils vous croient insignifiante. Ils ne penseront pas à vous avant longtemps. » Il avait raison, et pourtant cette pensée la déchira davantage. Elle n'eut pas le temps de s'y attarder. Un homme approchait, grand, robuste, les cheveux grisonnants attachés en queue de cheval. James le présenta. « Voici Jason, notre ingénieur principal. Sans lui, la vallée ne fonctionnerait pas aussi bien. » Jason serra la main de Sarah avec une force sincère. « C'est un honneur de vous rencontrer, Sarah. Votre grand-père parlait de vous tout le temps. » Sarah sentit un pincement au cœur. « Vous me connaissiez mieux que moi-même, » pensa-t-elle avec mélancolie. Jason entreprit de lui expliquer le fonctionnement des systèmes, la logique d'équilibre de la vallée. Il parlait avec passion, avec la maîtrise d'un homme qui aimait son travail et croyait en sa mission. Sarah écoutait attentivement, notant mentalement les points essentiels. Elle avait l'impression d'être revenue à ses années d'études, où elle apprenait les structures, les matériaux, les flux d'énergie. Une partie d'elle, longtemps étouffée, renaissait. Après le déjeuner, alors qu'il marchait près de la centrale hydraulique, Jason reçut une alerte sur son appareil. Il fronça les sourcils. Étrange, on dirait un léger dysfonctionnement dans l'un des régulateurs. Il tapa rapidement sur l'écran, observant les données. Rien de grave, mais je vais aller vérifier ça plus tard. Sarah sentit une inquiétude instinctive, mais elle n'insista pas. Elle pensait encore comme une visiteuse, pas encore comme une responsable.
En fin d'après-midi, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, un événement vint briser l'harmonie de la journée. James reçut un appel important. Son visage se durcit lorsqu'il reconnut l'individu à l'écran. Richard Stanford, le cousin ambitieux et impitoyable de Sarah. La connexion vidéo révéla le visage impeccablement préparé de Richard, ses yeux calculateurs, son sourire prédateur. « Ma chère cousine », dit-il avec une fausse cordialité, « j'ai appris que tu avais hérité de quelque chose d'intéressant. Si tu es prête, nous pourrions discuter affaires. » Sarah sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce ton, cette manière de parler comme si les autres n'étaient que des pions dans un jeu. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, » répondit-elle, cherchant à gagner du temps. Richard haussa un sourcil. « Ne jouons pas à ça. J'ai connaissance de terrains particulièrement riches dans cette région. Du lithium apparemment. Très lucratif. Je peux t'offrir une somme généreuse. Tu n'auras plus jamais à travailler. » À cet instant, Sarah comprit qu'il savait. Pas tout, mais suffisamment pour devenir un danger. James intervint calmement. « Cette discussion n'est pas appropriée maintenant, Richard. » Le sourire de Stanford s'élargit, mais son regard devint froid. « Je te conseille de réfléchir, Sarah. Les opportunités ne durent pas éternellement, et certaines décisions peuvent avoir des conséquences. » Puis l'écran devint noir. Le silence retomba, lourd et glacial, comme une ombre s'étendant sur la vallée. Sarah sentit une peur froide remonter le long de son échine. « Que veut-il exactement ?» demanda-t-elle. James répondit avec gravité. « Richard est un homme dangereux quand il convoite quelque chose, et il convoite cette vallée, depuis longtemps. Votre grand-père craignait ce moment. C'est pour cela qu'il voulait que vous soyez préparés. » Sarah se tourna vers la vallée, qui quelques heures plus tôt semblait inviolable. Maintenant, elle lui apparaissait vulnérable, comme une forteresse de verre. Le soir tomba, et avec lui une tension sourde. Sarah rejoignit sa maison, mais son esprit ne trouva aucun repos. Elle repensa à la journée, à l'accueil chaleureux des habitants, aux rêves de son grand-père et à la menace que représentait Richard. Elle s'assit au bord du lit, la pièce de $, dans la main. « Je ne te laisserai pas détruire cet endroit », murmura-t-elle. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Des voitures suspectes furent aperçues près des collines. Des signaux bizarres apparurent dans le système de surveillance. Jason détecta de nouveaux dysfonctionnements mineurs dans les régulateurs, impossibles à expliquer par le simple hasard. Les habitants commencèrent à poser des questions, certains inquiets, d'autres rassurants, mais tous regardant Sarah avec confiance, comme si elle possédait des réponses qu'elle n'avait pas encore. Cette pression, inattendue mais puissante, la fit se redresser. Elle prit des décisions avec détermination. Renforcer la sécurité, installer des veilles nocturnes, demander à Jason de contrôler chaque machine en détail. Elle passait ses journées à écouter, observer, interroger. La vallée avait besoin d'elle, et pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle appartenait quelque part. La tension monta encore lorsque la météo annonça une tempête violente. Le ciel se couvrit d'un gris métallique, les nuages tourbillonnant comme une menace suspendue au-dessus de la vallée. Le vent se leva, sifflant à travers les arbres, faisant claquer les panneaux et vibrer les structures. Les habitants sécurisèrent leurs maisons, attachèrent les outils, renforcèrent les portes. Jason effectua une dernière inspection de la centrale hydraulique, tandis que Sarah l'accompagnait, le cœur serré. La nuit tomba avec une brutalité inhabituelle. Les premières rafales secouèrent les bâtiments. La pluie se déversa en trombes, martelant les toits et les chemins. C'est alors que les alarmes se déclenchèrent. Jason surgit dans la salle de contrôle, suivi de Sarah. Les écrans clignotaient, indiquant un niveau d'eau anormalement élevé dans le bassin. « Le régulateur ne répond plus », dit-il d'une voix tendue. « Quelqu'un l'a saboté. » À ces mots, Sarah sentit le monde basculer. Toute la vallée, ses habitants, sa promesse, tout était en danger. La peur la traversa comme un éclair, mais une force nouvelle prit le dessus. « Alors allons-y », dit-elle. « Nous devons le réparer. » Jason attrapa son matériel, et ils se précipitèrent vers la centrale, bravant la pluie violente et les rafales qui les poussaient presque hors du chemin. Le vacarme de la tempête couvrait leurs voix, mais leurs gestes étaient imprécis. Sarah, trempée, glissait dans la boue, ses cheveux collés à son visage, ses mains gelées. Elle n'avait jamais ressenti une telle urgence,
Quand ils atteignirent la centrale, le bruit de l'eau déchaînée les frappa de plein fouet. Le premier panneau de commande était hors service. Jason contourna les débris, cherchant l'accès manuel. Il cria « Les verrous sont bloqués, c'est volontaire !» Sarah sentit un frisson glacé dans son dos. La vallée risquait la destruction totale. Elle se lança avec lui dans une lutte acharnée contre les mécanismes lourds, rouillés par les infiltrations d'eau. Ils essayèrent de tourner les leviers manuels, leurs muscles tremblant sous l'effort. Le métal résistait, grinçait, refusait de céder. La pluie cinglait leur visage. Après de longs efforts, un premier levier céda brusquement, manquant de la faire tomber. Jason hurla « Encore 2! On peut y arriver !» Les minutes devinrent interminables, chaque seconde marquée par la menace du fracas imminent de la structure. Sarah sentit une douleur vive dans son bras lorsqu'elle frappa contre le bord métallique, mais elle ignora le sang qui coulait. Finalement, Jason parvint à débloquer le second levier, libérant une partie de la pression. L'eau jaillit par les conduits, réduisant légèrement le niveau du bassin. « Encore un !» cria-t-il. Ils s'acharnèrent ensemble sur le dernier mécanisme. Le vent hurlait autour d'eux, la structure vibrait dangereusement. Sarah ferma les yeux une seconde, pensa à Kevin et Mia, à leur avenir, à son grand-père. Puis elle donna toute sa force dans un dernier effort. Le levier céda dans un fracas sourd, libérant le système. L'eau se déversa plus largement, le niveau commença enfin à baisser. Mais un nouveau cri déchira l'air dans leur talkie-walkie. « La maison de Madame Alvarez est inondée, sa petite fille est à l'intérieur. » Sarah sentit un choc brutal dans sa poitrine. « Je m'en occupe !» hurla-t-elle. Jason tenta de l'arrêter, mais elle courait déjà à travers l'orage, guidée par une seule idée, protéger ceux qui dépendaient d'elle. La maison se trouvait dans la partie basse de la vallée, là où l'eau s'accumulait déjà. Les lumières clignotaient, les murs tremblaient. Sarah se précipita à l'intérieur, appelant l'enfant. Une voix faible répondit, noyée sous le fracas de l'eau. Sarah se fraya un chemin entre les meubles renversés, l'eau glacée montant jusqu'à ses cuisses. Elle trouva la petite fille recroquevillée dans un coin, tremblante et en pleurs. Sans perdre un instant, Sarah la prit dans ses bras, la hissa contre son épaule et sortit tant bien que mal de la maison, qui menaçait de s'effondrer. L'eau montait encore, bousculant ses jambes, la faisant glisser. Elle avança pas à pas, serrant la fillette contre elle, l'encourageant d'une voix tremblante mais déterminée. Jason arriva en renfort, les aidant à atteindre un terrain plus sûr. Les habitants, alertés, vinrent les accueillir, les couvraient de couvertures, de larmes et de remerciements. Personne n'était mort cette nuit-là, mais la vallée n'était plus intacte. Plusieurs maisons avaient été endommagées et l'innocence du lieu s'était fissurée. Plus tard, dans la salle commune, alors que les habitants tentaient de se réchauffer, Jason montra à Sarah les images capturées par les caméras avant qu'elles ne soient brouillées par la tempête. Elles révélaient des silhouettes encapuchonnées près de la centrale, manipulant les circuits. Sarah reconnut immédiatement l'emblème discret sur la veste de l'un d'eux, celui de la société de Richard Stanford. Elle resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur l'écran. Tout son corps tremblait encore, mais cette fois, ce n'était pas à cause du froid. La rage et la détermination montaient en elle comme une marée. Elle releva les yeux vers Jason et les habitants qui l'observaient, cherchant dans son visage une réponse, une direction. « Ce n'est que le début », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Et je vous promets que je protégerai cette vallée. Je protégerai chacun de vous, peu importe ce qu'il faudra faire. » La tempête se calma peu à peu, mais dans le cœur de Sarah, un nouvel orage venait de naître. Un orage qui ne détruirait pas, mais qui construirait. Celui d'une femme prête à défendre jusqu'au bout le monde que son grand-père avait bâti et la nouvelle vie qu'elle commençait à peine à comprendre. La tempête s'était enfin dissipée, ne laissant derrière elle qu'un silence étrange, presque irréel, comme si la vallée retenait encore son souffle. Les premières lueurs du matin révélèrent l'étendue des dégâts. Des branches arrachées jonchaient les chemins détrempés, la terre portait encore les traces profondes laissées par les flux d'eau, et les maisons les plus proches du cours d'eau semblaient vaciller, fragilisées par les assauts de la nuit. Sarah, les vêtements encore humides, les bras meurtris et les muscles douloureux, se tenait devant les restes de la maison de Madame Alvarez, observant la structure fissurée qui avait failli devenir un tombeau. La petite fille qu'elle avait sauvée dormait maintenant dans un lit de fortune,
entourée de couvertures chaudes et de voisins veillant sur elle. Aucun cri ne venait plus troubler la vallée, mais la peur de la veille restait suspendue dans l'air, persistante, comme une ombre qui ne voulait pas se dissiper. Jason arriva près d'elle, l'air grave mais déterminé. « J'ai passé la nuit à analyser ce que nous pouvions récupérer du système de surveillance, » dit-il. Il tenait sa tablette d'une main ferme, malgré la fatigue visible sur son visage. Sarah sentit son cœur se contracter. Elle savait déjà ce qu'il allait dire. « Les images montrent qu'ils ont délibérément saboté le régulateur, » ajouta-t-il. Ils étaient à 3, bien équipés, et ils connaissaient tous nos points faibles. Sarah ferma les yeux un instant. Les silhouettes encapuchonnées de la veille revinrent en mémoire, avec ce symbole particulier aperçu sur la veste de l'un d'eux. Un symbole appartenant à la société de son cousin Richard. Elle n'était donc pas paranoïaque. Cette attaque n'était pas un hasard, c'était un avertissement. James les rejoignit quelques instants plus tard, un dossier sous le bras, le visage marqué par une inquiétude que même son professionnalisme habituel ne parvenait plus à cacher. « Nous devons parler », dit-il simplement. Ils se réunirent dans le bâtiment communal, encore éclairé de bougies faute d'électricité stable. Autour d'eux, des habitants s'activaient en silence, tentant de réparer les dégâts les plus urgents, mais tous jetaient des regards vers Sarah, vers Jason et vers l'avocat, comme s'ils attendaient une décision capable de leur rendre leur sécurité. James posa sa tablette sur la table, montrant les images spectaculaires de l'infiltration. « Il s'agit clairement d'une opération coordonnée, » expliqua-t-il. « Richard n'a pas accepté votre refus. Il veut la vallée, et il est prêt à tout pour l'obtenir. » Sarah sentit une colère sourde monter en elle. « Et s'il recommence » demanda-t-elle. James soupira. « Il recommencera. Probablement d'une manière encore plus dangereuse. Mais Lyndon avait prévu quelque chose pour ce genre de situation. Je crois qu'il ne vous a pas tout dit dans la lettre. Ou plutôt, il ne vous a pas tout écrit. Il y a une partie cachée de l'héritage que vous n'avez pas encore vue. Et je pense que nous devons y accéder. » Jason et Sarah échangèrent un regard. Ils avaient déjà tant découvert, et pourtant ils pressentaient qu'il restait quelque chose de plus profond, de plus important. « Où devons-nous aller » demanda Sarah. Jason hocha la tête. « Je pense savoir où. Venez. » Ils se rendirent ensemble près de la centrale hydraulique, encore marquée par la lutte acharnée de la nuit. Le sol était glissant, les murs humides et l'air chargé de l'odeur métallique de l'eau. Jason les guida vers un endroit légèrement en retrait, dissimulé derrière une paroi de pierre et partiellement recouvert de lichen. « Hier soir, en vérifiant les dégâts, j'ai remarqué quelque chose. Un panneau qui ne correspondait pas au plan d'origine, » expliqua-t-il. Il écarta les branches et révéla une plaque métallique parfaitement lisse, sans vis ni poignée, comme incrustée dans la roche. « Regardez ici !» ajouta-t-il en indiquant une petite encoche presque invisible sur le côté. Ce n'est pas un panneau technique, c'était intentionnellement caché. Sarah s'approcha, son cœur battant de plus en plus vite. Elle sortit instinctivement la pièce de dollar de sa poche. Depuis qu'elle avait découvert la vallée, elle ressentait un lien étrange avec cet objet, un mélange de destin et de mémoire. Sans que personne ne dise un mot, elle comprit ce qu'elle devait faire. Elle plaça la pièce contre l'encoche. Un déclic subtil retentit, suivi d'un bruit mécanique profond, comme si quelque chose s'éveillait dans les entrailles de la montagne. Lentement, le panneau glissa sur le côté, révélant un coffre en acier renforcé, scellé et protégé par un système de verrouillage complexe qui portait les mêmes initiales gravées que la pièce. Les trois restèrent figés un instant. Sarah sentit son souffle se raccourcir. C'était comme si son grand-père lui parlait à travers le métal froid. Elle inséra doucement la pièce dans la fente prévue à cet effet. Le mécanisme se mit à ronronner, puis le coffre s'ouvrit, révélant plusieurs dossiers soigneusement classés, un lecteur de stockage numérique, un assortiment de clés cryptographiques et une enveloppe portant son nom. La main de Sarah trembla légèrement lorsqu'elle saisit l'enveloppe. Elle l'ouvrit et déplia la lettre. La voix silencieuse de Lyndon semblait résonner dans sa tête. Il y expliquait que la vallée n'était que la première étape d'un projet bien plus grand. Un rêve qu'il avait cultivé en secret pour créer des lieux durables, où les personnes vulnérables pourraient vivre dignement. Il avouait avoir anticipé la convoitise de certains membres de la famille, en particulier celle de Richard, et avoir pris des mesures drastiques pour protéger son œuvre. Le coffre avait été conçu comme
la dernière ligne de défense. Sarah sentit ses yeux s'embuer, tandis qu'elle lisait les mots d'un homme qui, même après sa mort, continuait à la guider. James attrapa les documents et son visage s'assombrit en découvrant leur contenu. « Ce sont les titres miniers originaux, dit-il, abasourdi. Des droits sur les ressources souterraines enregistrées du temps de votre arrière-grand-père. Ces documents prouvent que la vallée possède un contrôle absolu sur ces terres, ce qui rend caduques toutes les prétentions de la société de Richard. Avec ça, il ne peut rien légalement. Absolument rien. » Il posa ensuite son regard sur les clés de crypto-monnaie. « Et ici, il y a un portefeuille numérique de plusieurs millions. Votre grand-père a investi il y a longtemps, de manière brillante. De quoi financer la vallée pendant des décennies, voire davantage. » Jason parcourut les dossiers. Il découvrit une compilation de preuves compromettantes sur la société de Stanford. Rapports d'inspection truqués, photos de déversements toxiques, témoignages anonymes, enregistrements de conversations incriminantes. Lyndon enquêtait sur eux depuis des années, murmura-t-il. Il savait et il se préparait. Sarah resta silencieuse, absorbant la profondeur de ce qu'elle venait de découvrir. Tout ce temps, elle avait cru être une héritière accidentelle, une dernière pensée laissée par un homme qui l'aimait. Mais la vérité était plus grande. Elle était l'héritière d'un combat, d'une idée, d'un monde nouveau. Le cœur battant, elle releva les yeux. « Nous devons rendre tout cela public, » dit-elle. James hocha la tête. « Ce sera explosif, mais c'est la seule manière de protéger la vallée. » Ils rassemblèrent les documents, copièrent les fichiers numériques et préparèrent les preuves pour les envoyer à des organisations écologiques, à des journalistes, à des autorités gouvernementales. À mesure que la vérité voyait la lumière, les premières réactions commençaient déjà à se faire sentir. Articles en ligne, appels de correspondants spécialisés, demandes d'entrevues. Richard Stanford devenait rapidement une figure centrale d'un scandale grandissant. Peu après, les enquêteurs fédéraux ouvrirent une procédure officielle. Les preuves accumulées, corroborées par les images du sabotage, ne laissaient aucune place au doute. Des experts analysèrent les vidéos, identifiaient les hommes présents sur les lieux, liaient leurs agissements à la société de Stanford. Ce dernier tenta de nier, de détourner l'attention, mais la vague médiatique grossissait jour après jour, emportant avec elle le vernis impeccable de son entreprise. Les actionnaires paniquèrent. Les partenaires coupèrent les liens. Des auditions furent programmées. Pendant ce temps, Sarah préparait la prochaine étape cruciale, l'audience pour la garde de ses enfants. Cette fois, elle n'était plus la femme épuisée et écrasée par le jugement du monde. Elle était une dirigeante, une protectrice, une héritière légitime d'un projet colossal. Elle disposait de preuves de stabilité économique, de responsabilité communautaire et de capacité de leadership. Jason et les habitants écrivirent des lettres appuyant sa demande, décrivant son courage pendant la tempête, son engagement envers la sécurité de tous, son rôle crucial dans la préservation de la vallée. Même ceux qu'elle connaissait à peine venaient la voir pour lui dire qu'il témoignerait si nécessaire. Le jour de l'audience arriva. Sarah, vêtue simplement mais élégamment, entra dans la salle avec une posture qui surprit même James. Elle ne tremblait pas. Elle ne baissait pas les yeux. Mark, de l'autre côté du couloir, la regarda avec une expression de stupeur qu'elle n'avait jamais vue. Le juge demanda des comptes rendus détaillés et Sarah expliqua calmement sa nouvelle situation. Ses responsabilités dans la vallée, les investissements de son grand-père, la sécurité renouvelée. Le dossier solide qu'elle présentait parlait de lui-même. Quand le verdict tomba, elle sentit ses jambes se dérober un instant. La garde principale lui revenait. Ce n'était pas seulement une décision légale, c'était une réparation, une reconnaissance, une renaissance. Kevin et Mia vinrent habiter dans la vallée quelques jours plus tard. Leurs yeux s'écarquillèrent devant l'environnement unique qui les accueillait. Kevin fut immédiatement captivé par l'atelier de Jason, où des drones, des circuits imprimés et des projets futuristes l'attendaient. Mia se laissa émerveiller par les jardins remplis de papillons, où les fleurs semblaient dialoguer avec la lumière. Les enfants s'adaptèrent presque instantanément, comme si la vallée avait été créée pour eux. Un soir, alors que les enfants jouaient près des serres, Sarah les observa de loin. Le soleil se couchait, enveloppant la vallée d'une lueur dorée. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Le chaos de la tempête, la menace de Richard, la découverte du coffre, l'audience gagnée, tout cela semblait la conduire vers cet instant précis.
Son monde n'était plus brisé. Elle avait construit, malgré tout, un foyer pour ses enfants, un lieu où ils pourraient grandir, apprendre et être heureux. Et dans la douce lumière qui enveloppait la vallée, Sarah comprit que l'héritage de Lyndon n'était pas seulement un ensemble de documents et de secrets. C'était une vie nouvelle qui commençait. Une vie qu'elle protégerait coûte que coûte. La vie dans la vallée retrouva progressivement son rythme après les événements tumultueux des dernières semaines. La tempête qui avait semé la peur et la destruction semblait désormais appartenir à un passé lointain, presque irréel, tant l'énergie collective s'était portée vers la reconstruction. Pourtant, pour Sarah, cette période demeurait gravée dans sa mémoire comme une frontière invisible, une ligne qu'elle avait franchie pour devenir pleinement celle qu'elle n'avait jamais osé être. L'héritage de son grand-père avait forgé en elle une force nouvelle, et son rôle dans la vallée n'était plus un titre symbolique, mais la réalité d'une responsabilité qu'elle assumait avec détermination. Chaque matin, en voyant Kevin et Mia courir dans les jardins, en écoutant le bruit régulier de la centrale hydraulique, en observant les habitants collaborer joyeusement, elle comprenait un peu plus ce que Lyndon avait voulu transmettre. Un monde capable de renaître, de se transformer, de redonner espoir à ceux qui en manquaient. La reconstruction de la vallée fut un véritable chantier humain. Les jours succédaient aux nuits dans un ballet continu d'efforts, où chacun participait selon ses compétences. Jason dirigeait les réparations de la centrale hydraulique, veillant à renforcer les mécanismes désormais protégés par de nouvelles barrières de sécurité. Des ingénieurs extérieurs, contactés grâce aux fonds révélés dans le coffre, vinrent apporter leur expertise, impressionnés par la conception visionnaire du lieu. Sarah assistait à chaque réunion, observait les plans, posait des questions pertinentes. Plus elle apprenait, plus elle comprenait l'ampleur du génie de son grand-père et la beauté de ce qu'il avait construit. Le simple fait de marcher parmi les habitations renforcées, d'entendre les enfants rire en jouant sur les terrains récemment stabilisés, lui donnait une sensation de paix profonde. Les habitants commencèrent aussi à reconstruire les maisons détruites par l'inondation. Avec le nouveau financement, ils purent se permettre d'utiliser des matériaux durables, des technologies avancées d'isolation et des systèmes de récupération d'eau qui surpassaient même les installations initiales. Les victimes de la tempête n'étaient plus des sinistrés, mais les premiers bénéficiaires d'une transformation grandiose. Sarah participait elle-même à la remise en état des lieux, aidant à porter des planches, à repeindre des murs, à nettoyer les débris. Chaque geste la rapprochait des habitants et chacun la remerciait avec une gratitude sincère, parfois silencieuse, parfois exprimée par un sourire ou une étreinte. La vallée n'était plus un simple refuge écologique, elle devenait un symbole de résilience. Dans ce même élan, les réunions communautaires se multiplièrent. On ne cherchait plus seulement à réparer, mais à imaginer l'avenir. Les discussions tournaient autour de l'expansion du centre communautaire, de la création d'ateliers de formation, de l'ouverture de programmes éducatifs pour les jeunes et les adultes. Les idées fusaient, et Sarah s'émerveillait de voir tant de créativité se réveiller d'un coup, comme si les habitants avaient attendu ce moment précis pour révéler leurs talents. C'est lors d'une de ces réunions que l'idée germa de créer un fonds destiné à aider d'autres communautés dans le besoin. Grâce au portefeuille numérique laissé par Lyndon, la vallée possédait désormais les moyens d'investir dans des projets similaires ailleurs dans le pays. Le fonds serait dédié en priorité aux parents célibataires, aux anciens combattants et à toutes les personnes en marge du système, tels que Lyndon les avait imaginés lorsqu'il avait commencé à construire cet endroit secret. La création du fonds fut un moment solennel. Dans la salle commune, désormais entièrement restaurée, Sarah présenta le projet devant les habitants. Elle expliqua comment la vallée, autrefois menacée, pouvait devenir une source de lumière pour d'autres. Elle parla du rêve de son grand-père, de son désir profond d'offrir un avenir à ceux qui n'en avaient niche plus. Les regards étaient émus, certains habitants versèrent des larmes discrètes. Quand le vote à main levée eut lieu, ce fut l'unanimité. La vallée n'était plus seulement une communauté isolée, elle devenait un modèle, une inspiration, un moteur de changement. Pendant ce temps, Kevin et Mia s'épanouissaient pleinement. Kevin passait des heures dans les ateliers avec Jason, apprenant à manipuler les circuits électroniques, à piloter les drones, à programmer des petits modules qui aidaient dans l'entretien quotidien de la vallée. Jason, qui n'avait jamais eu d'enfant, s'attachait profondément à lui,
le traitant comme un apprenti talentueux et curieux. Mia, quant à elle, avait trouvé un refuge parmi les jardins de papillons. Elle aidait une biologiste de la vallée à entretenir les plantes, à observer les chenilles, à noter leur transformation dans un carnet décoré de dessins colorés. Chaque soir, elle racontait à Sarah ce qu'elle avait découvert, avec un enthousiasme qui illuminait son petit visage. Sarah se surprenait à sourire, parfois les larmes aux yeux, en constatant à quel point ses enfants s'épanouissaient dans cet environnement que la vie avait, d'une manière ou d'une autre, destiné à devenir leur foyer. Un soir, alors que la vallée retrouvait enfin son calme, les habitants décidèrent d'organiser une cérémonie pour célébrer leur résilience et marquer un nouveau départ. Cela avait été l'idée de plusieurs familles qui, après la tempête, avaient ressenti le besoin de partager un moment de gratitude collective. Le grand bassin central fut décoré de lanternes colorées, suspendues à des cordes entre les arbres. Les enfants fabriquèrent des guirlandes de fleurs et les artisans installèrent des luminaires solaires autour du grand chêne au centre du village. Quand la nuit tomba, un halo de lumière douce enveloppa la vallée, comme une étreinte protectrice. Sarah s'apprêtait pour la soirée quand elle trouva la pièce de dollar sur la table. Elle la ramassa, la contempla un moment, ressentant la froideur du métal contre sa paume. Elle se souvenait de l'humiliation qu'elle avait ressentie le jour de la lecture du testament. Cette même pièce avait été une blessure, une moquerie déguisée, un rappel cruel de sa prétendue insignifiance. Aujourd'hui, elle la voyait différemment. Ce dollar n'était plus le symbole du mépris de sa famille, mais la clé qui avait ouvert la porte de la vallée, le premier pas vers sa renaissance. Elle glissa la pièce dans la poche intérieure de sa veste et se dirigea vers la place centrale, le cœur serré par une émotion douce et profonde. La population entière s'était rassemblée autour du grand bassin, éclairée par des dizaines de lanternes flottantes. James, Jason, les familles, les enfants, tous attendaient Sarah. Quand elle s'avança vers le centre, un silence respectueux se fit naturellement. Elle sentit le regard de chacun posé sur elle, mais pour la première fois, elle n'en fut pas intimidée. Elle se tenait droite, calme, profondément ancrée dans ce rôle qu'elle avait accepté et embrassé. Elle prit la parole, sa voix portée par une conviction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Nous avons traversé des épreuves difficiles, » commença-t-elle. « Une tempête, des menaces, la peur de perdre ce qui nous est précieux. Mais nous avons aussi prouvé quelque chose de plus fort. Notre unité, notre courage, notre capacité à construire et reconstruire ensemble. La vallée n'est pas seulement un lieu, c'est un espoir, un foyer, une vision pour l'avenir. » Elle sortit la pièce de sa poche, la tenant à la lumière des lanternes. Cette pièce, autrefois une humiliation, est devenue le symbole de notre union. Elle représente le choix de croire en quelque chose de meilleur, même lorsque tout semble perdu. C'est le rappel que chaque épreuve peut devenir une porte, si nous avons le courage de l'ouvrir. Les habitants applaudirent, certains avec émotion, d'autres avec une fierté sincère. Kevin et Mia la rejoignirent en courant et s'agrippèrent à elle en riant. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah, mais elle ne les retint pas. Elle sentait ses enfants contre elle, sentait la chaleur de leurs étreintes, et au milieu de cette lumière douce, elle sut que tout ce qu'elle avait traversé l'avait menée ici, à ce moment précis. Lorsque la cérémonie prit fin, Sarah retourna vers la maison principale de la communauté. À l'entrée, un cadre avait été préparé, comme une petite alcôve destinée à accueillir un objet précieux. Elle y plaça la pièce de dollar, la fixant soigneusement, comme on pose un bijou sur un autel. « Voilà où tu dois être », murmura-t-elle, « le cœur de ce monde que nous construisons. » Elle resta là un instant, contemplant le symbole de sa transformation. Enfin, elle se détourna et marcha vers les hauteurs de la vallée. La nuit était d'une clarté limpide, les étoiles scintillant au-dessus des collines. Les habitations formaient un arc lumineux, et la vallée semblait respirer avec une douceur nouvelle. Sarah sentit le vent caresser ses cheveux, comme une voix familière qui lui murmurait des secrets anciens. Elle sourit, les yeux légèrement humides, et murmura un remerciement silencieux à son grand-père. Il lui avait donné un héritage bien plus précieux que des biens matériels. Un sens, une famille choisie, un avenir. Elle redescendit lentement vers la maison où Kevin et Mia dormaient déjà profondément. Elle entra sans bruit, dans la pénombre tendre d'un foyer retrouvé, et s'assit un instant près de leur lit, les regardant dormir avec une paix qu'elle croyait perdue. Puis elle se glissa à son tour sous la couverture, le cœur apaisé,
remplie d'une certitude nouvelle. Le monde pouvait encore être cruel, menaçant, instable. Mais ici, dans cette vallée qu'elle appelait désormais la sienne, elle avait trouvé la lumière. Elle ferma les yeux, laissant la chaleur de la maison l'envelopper. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'endormit sans crainte, portée par la conviction profonde que son avenir, et celui de ceux qu'elle aimait, ne serait plus jamais fait d'obscurité, mais d'un horizon où chaque jour apportait une promesse. Un monde nouveau, né du courage, de la solidarité et d'un simple dollar devenu trésor. Ne manque pas les prochaines histoires. Abonne-toi dès maintenant. Laisse un j'aime et partage cette vidéo. Écris en commentaire d'où tu regardes.